Je m'appelle donc Jacques. Je suis né en 1946, ce qui fait, si on compte normalement, eh bien j'ai 75 ans actuellement. Voilà. On m'a dégoté un cancer, j'avais 53 ans. Ça fait donc un certain temps que je me bats contre ce cancer, qui fut d'abord un simple cancer de la prostate, qui, petit à petit, l'hiver 2012-2013, s'est métastasé dans les os, comme la plupart des cancers de la prostate d'ailleurs. Voilà. Et depuis, ça ne cesse de... Je me suis beaucoup battu avec toutes les chimios, toutes les choses, etc. Mais là, je suis dans une phase où les métastases sembleraient prendre le dessus. Mais, je ne me laisse pas faire. Alors écoutez, ça c'est une histoire amusante, si on peut dire, et tout à fait par hasard. Alors là aussi, eh bien, mon généraliste sur la région parisienne, c'était à Paris, mon généraliste que je connaissais depuis 20 ans, enfin, oui, je peux donner son prénom, Serge, un peu plus commode, me dit un jour, dis donc, on n'a jamais regardé la prostate. Alors je lui dis, écoute, je te vois venir, tu vas en profiter pour... Arrête de déconner, me dit-il. On va regarder ça. Il me regarde la prostate, il me fait un toucher rectal, comme on fait normalement. Il me dit, c'est bien gros cette prostate. Donc il me fait faire un PSA. Et je reviens avec ces analyses de PSA. Je ne savais même pas ce que c'était, moi. Et je le vois, il regarde les résultats, j'avais 195. Moi, ça me disait rien du tout. Et mon Serge, j'étais debout dans son cabinet, il regardait le papier, il me regardait, il regardait le papier, il me regardait. Et j'ai fini par lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est pas bon du tout. Ou alors ils se sont trompés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert, parce que tout de suite, évidemment, il me dit, on va faire une fibroscopie. Alors moi, toujours envie de rigoler, j'ouvre mon carnet, je lui dis, attends, là, cette semaine, je ne peux pas, j'ai une réunion de machin, là, je suis en train d'écrire ceci, je suis en train d'écrire... Et le docteur m'arrête tout de suite, il me dit, non, 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 tu arrêtes tout, il n'y a pas de réunion de machin, c'est tout arrêté, tu le fais là tout de suite, la fibroscopie, c'est demain le rendez-vous, tu arrêtes tout. Ça a fait un choc. Et évidemment, le résultat, c'est, et voilà, cancer de la prostate. Voilà comment j'ai appris que j'avais un cancer. Et à l'époque, ce n'était pas du tout métastasé. Alors j'ai fait le parcours classique. Alors d'abord un premier hôpital où on m'a reçu, où on m'a pris. C'est mon docteur, évidemment, mon généraliste qui m'a envoyé là-bas. Ensuite, évidemment, j'ai eu droit aux radiothérapies. À l'époque, c'était des séances où ça tirait un peu partout et donc il y avait des explosions dans tous les sens. J'en ai pris de tous les côtés. Bon, plus l'hormonothérapie. Mais alors, c'est pas rigolo, quoi. C'est pas rigolo parce que c'est ça ou mourir. Il y a un moment où vous apprenez que vous avez ça, que vous allez avoir tel traitement comme ça, comme ça, comme ça. Et on commence à comprendre que sa sexualité va en prendre un coup. Alors, il y en a que ça gêne, plus ou moins, il y en a que... Voilà. Moi, j'avoue que ça ne m'a pas fait rigoler. Pas du tout, même. Mais moi, j'ai choisi de vivre. Et j'ai choisi de vivre tout au long de mon combat avec cette espèce de saloperie qu'on appelle le cancer. Souvent, on dit, voilà, il a attrapé une maladie gênante ou une longue maladie, etc. Mais il faut le dire, ça s'appelle le cancer. Et alors? Si on n'ose pas dire les choses, vous savez, il y a dans la Kabbale, on dit que dire le nom des choses, c'est les faire exister. Et si vous ne dites pas le mot cancer, vous faites un déni de ça. Or, le déni, s'il y est, il y est. Si vous ne voulez pas le savoir, c'est votre affaire, mais lui, il va continuer à vous ranger. Alors, il vaut mieux l'appeler par son nom et se battre, là, et y aller. C'est ce que je pense, en tout cas. Ce qui m'a le plus aidé, d'abord, c'est mon entourage. D'abord, c'est mon entourage. J'ai une femme qui a
tenu le coup là-dessus, des enfants aussi. Il faut dire que j'avais une première femme qui était la mère de mes enfants, qui est morte d'un cancer au mélanome. Alors, dans la famille, on commençait à être habitué. Alors voilà, donc l'entourage, ça y fait beaucoup. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est que je n'ai pas lâché prise dans le travail. Dans le travail. Il faut continuer. Moi, j'ai préféré continuer à travailler. J'avais des responsabilités. J'étais directeur dans une grande école de choses, directeur des productions. Donc, je suivis les productions. Je continuais aussi à enseigner. Et la relation aux autres, la relation avec les élèves, la relation sur des projets de films, sur des choses comme ça, etc., c'est ça qui est le sel de la vie. C'est avoir du plaisir à le faire. C'est avoir même je dirais de la satisfaction, à voir les choses prendre forme et y être pour quelque chose, s'investir dans quelque chose. Les projets, s'investir dedans, y aller, ne pas avoir peur, etc., c'est la vie. C'est la vie. Alors pour ça, il faut garder du punch, il faut garder du jus. Mais je vais vous dire, plus vous donnez dans votre travail, plus en retour, vous pompez, ça vous prend de l'énergie, mais ça vous en redonne. Et il faut garder de l'énergie. Donc ça, voilà, moi si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont le cancer, n'arrêtez pas de faire des choses. Ne vous mettez pas dans un coin à souffrir, machin, là vous êtes foutu. Il faut continuer à faire des choses, il faut continuer à s'intéresser à la vie, à soi-même, il faut s'aimer soi, il faut aimer les autres, il faut, etc. Enfin bref, il faut exister, quoi. L'existence, c'est ça qui nous tient debout et qui nous fait nous battre comme il faut. Car il faut se battre, il faut se battre. Enfin, se battre. Se battre, c'est un grand mot, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu conscience vraiment de me battre. Tout le monde trouvait que je me battais bien. Moi, je ne me suis pas transformé en guerrier. Je n'ai pas une armure et une épée. Hein. Simplement, voilà, il faut continuer à avoir envie de faire des choses, aimer faire des choses, sortir, bouger. Voilà, des projets, des choses. Bon, je ne sais pas si vous faites. Bon, moi, je fais aussi, j'écris aussi, je travaille sur des scénarios. J'ai écrit un bouquin sur des techniques de cinéma à ce moment-là, qui n'avaient rien à voir avec le cancer, bien sûr. J'ai fait d'autres choses. Voilà, tout ça, c'est la vie normale. Qu'est-ce que vous voulez le moins aidé. Ben, c'est les gens justement qui disent « Oh, mon Dieu, le pauvre, mais comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir ?» Je ne sais pas de tout ça. Moi, je n'ai pas de côté, je n'ai pas d'aspect négatif. Voilà. Et puis, alors, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la confiance que j'ai donnée parce que j'ai ressenti l'implication du personnel soignant. Je veux dire, tous les médecins que j'ai rencontrés dans cette partie de soins du cancer, pas simplement les médecins, les infirmiers et les infirmières qui me donnaient qui me donnaient les soins, en particulier pour les chimios et les choses comme ça, mais ce sont des gens formidables. Formidables. Moi, j'ai une grande confiance en eux. Pourquoi? D'abord parce qu'ils donnent l'impression de connaître leur boulot, premièrement, ça c'est essentiel. Deuxièmement, parce qu'il y a une empathie qui se crée. Il y a une empathie qui fait qu'on croit en eux. On a vraiment les choses, on est porté aussi par eux et on leur rend cela, on leur rend ça. C'est-à-dire, moi, je le dis quand je suis content de choses ou quand je me sens bien avec eux, il faut leur dire. Et ça les aide, ça leur fait du bien aussi de sentir ça, qu'il y a cette chose-là. Parce que l'empathie, c'est un aller-retour. Hein. Et donc ça aide beaucoup, vous voyez. Alors que si vous voyez des gens qui ne vous parlent pas, qui vous font la tronche comme ça peut arriver. Il y a parfois, vous tombez sur une infirmière qui est un petit peu bloquée, un petit peu comme ça, machin. Bon, c'est vrai que c'est... Bon, mais c'est tellement rare, c'est tellement rare. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé, moi. Et j'ai été malade dans d'autres pays. Il faut voir comment c'est. Hein. Il faut voir comment c'est ailleurs. Et je vous garantis que si on a un peu circulé, eh bien la médecine en France, les hôpitaux en France... eh bien, on peut être fier de ce qui s'y passe quand même, parce que les gens sont formidables. Et alors, vous voyez, il y a un truc aussi, moi c'est un peu spécial, j'ai accepté de participer à des exercices de recherche, à des protocoles. Alors évidemment, quand on fait un protocole, pourquoi j'ai voulu participer à des protocoles? Pourquoi? Parce que je pars d'un point de vue
moi, dans ma façon de voir la vie, de la penser, dans ma façon de penser tout ça, quitte à avoir une maladie à risque comme ça, qu'on essaye de progresser dans la recherche, autant participer à cette recherche, autant servir. Si on doit mourir, autant servir à quelque chose, que ça serve à quelque chose, que ça serve aux autres, quoi. Ça ne sert à rien de se réfugier dans son coin, d'avoir peur tout seul et se mettre à trembler. Autant que ça serve à quelque chose. Voilà, il faut donner un peu. Et alors, j'ai donc participé à des protocoles, ce qui fait que j'ai écrit tout un cahier à la main, comme ça, où je retranscrivais chaque jour ce qui se passait en moi par rapport aux soins que je recevais, par ce que je ressentais sur le plan physique, ce que je ressentais sur le plan moral, etc. Et finalement, ça a beaucoup intéressé l'infirmière qui suivait particulièrement ce point de recherche, etc., qu'elle a photocopié mon cahier pour en faire quelque chose pour eux, pour leurs soins, pour la recherche, quoi. Et voilà, mais ça c'est... Moi je pense que... Enfin, c'est pas glorieux, ça n'a pas un truc, ça me paraît normal, moi, de faire ça, vous voyez. Je pense que beaucoup de gens devraient le faire. Alors, le conseil que je peux donner aux autres patients, ne croyez pas que tout est fini. Au contraire, tout commence, car c'est une autre vie qui commence. Mais c'est une vie très intéressante, parce que justement, on se trouve mis dans des difficultés qu'on ne connaissait pas, et que tout d'un coup, il y a une chose qui est extraordinaire dans notre vie, à nous. On a l'impression de vivre comme si on était éternel. Donc on se fout de tout, on est éternel, on est machin, etc., tout va bien. Et tout d'un coup, on vous dit, vous avez le cancer. Merde, le cancer, ça résonne comme quelque chose qui est assez costaud, hein. Ça ne sort pas comme ça. Et alors, on se rend compte que... on prend conscience de notre finitude, voyez-vous. Et si on prend conscience de notre finitude, il y a deux solutions. L'une, c'est d'avoir peur et de se devenir tout petit et d'attendre que ça soit fini, d'abandonner. La deuxième, c'est de se mettre à vivre réellement puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Et alors là, vivre, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire aimer les gens, ça veut dire prendre du plaisir à les rencontrer, ça veut dire avoir des projets, ça veut dire etc., etc. Et ça veut dire aussi se libérer de tout un tas de choses qui ne servent à rien. Se libérer aussi de ses propres préjugés, se libérer de ses peurs, se libérer de plein de choses. Oser enfin, oser être soi. Moi, je donnerais comme conseil aux patients, osez être vous-même. Ne lâchez rien, continuez à vivre, continuez à avoir des projets, intéressez-vous au monde, sortez de vous, ne vous intéressez pas qu'à votre problème, mais intéressez-vous à ce qui se passe autour et en regard avec votre problème aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas la peine d'aller partout frapper à toutes les portes pour dire hey, « j'ai un cancer, il faut m'aider, il faut machin », non. Et puis surtout, voilà, ayez du courage. Mais ça, le courage, on l'a comme ça, c'est naturel, ça. C'est naturel. C'est naturel. Et puis, bon, je vous dis, il y a un côté évidemment un petit peu angoissant, il ne faut pas se le cacher, mais il y a un côté très positif aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se trouve confronté à des vraies difficultés. Et là, on mesure ses capacités, sa capacité à affronter les choses, vous comprenez? Et ça vous donne la pêche, ça. Ça vous donne la pêche. Parce que quand vous commencez à surmonter les choses, à avoir des bons résultats, que vous voyez que les chimios, ça fait baisser... On en chie, hein. Excusez le terme, mais c'est sûr que quand vous passez en... les chimios, tout ça, il y a des effets secondaires parfois qui sont, moi, les premières chimios et tout ça, j'ai eu des choses, j'étais comme un légume, quoi. Plus de force, plus rien du tout. Quand je pense que quelquefois, pour passer un simple coup de fil, il fallait que je prenne toutes mes forces à moi, j'en avais pour 1h30 avant de me décider à pouvoir passer un simple coup de fil, quoi. Parce que j'étais fatigué, parce que j'étais comme ça. La morphine m'avait complètement assommé aussi. Voilà. Alors, il faut tout faire pour ne pas se sentir légume, bien sûr, mais il y a des moments où c'est comme ça. Il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter. Alors là, l'entourage, évidemment, voilà, on vous aide, fait machin. Il faut accepter d'être diminué, de se montrer diminué aussi. Ce n'est pas évident. Alors quand on est marié ou pas marié, peu importe, mais quand on a une relation de vie avec quelqu'un, qu'on vive avec un homme, qu'on vive avec une femme, etc., savoir que du point de vue de sa sexualité, on peut dire au revoir à tout ça. Il
faut le vivre ça aussi. Hein. Ça, il faut le vivre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Faites un choix entre vivre ou mourir. C'est plus difficile, pour moi en tout cas, d'accepter tout d'un coup d'être diminué de tout ça que de savoir qu'on risque de mourir parce que, voilà, moi je m'en fous de mourir. Je suis quelqu'un... Alors, chacun voit, mais je n'ai pas une religion particulière, si vous voulez, ce qui fait que je n'ai pas peur de la mort dans le sens où je ne m'attends pas à voir ou l'enfer ou le paradis ou machin, etc. Moi, je ne suis pas du tout de ce truc-là. Mais je considère que ne plus vivre, c'est quand même une faute de goût, quoi, en quelque sorte. Tout d'un coup, mourir, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que j'aime beaucoup la vie. Parce que la vie est belle. Elle est belle parce qu'il y a vous, parce qu'il y a les gens, parce qu'il y a tout ça. Elle est belle parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de sentir le soleil se lever le matin, l'aube qui se lève, de sentir les odeurs, de sentir, etc., de voir un fleuve, de vivre tout ça. Moi, je suis du sud-ouest et j'ai passé mon enfance dans le sud-ouest, au milieu des odeurs, des bêtes, de tout ça, etc. La vie est formidable, quoi. C'est d'une beauté, c'est un flot d'émotions permanentes si on y fait attention. Et de ne plus vivre ces émotions-là, c'est extrêmement dommage. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mourir, bien sûr. Mais je n'ai pas peur de mourir non plus. Parce que je ne me fais pas un cinéma pour savoir derrière ce qui se passe après, etc., etc. Je m'en fous. Moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui qui compte. Ici et maintenant, aujourd'hui.